Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour, à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le dernier sprint de la semaine pour les investisseurs qui digèrent encore la réunion de la Banque Centrale Européenne et la communication de Christine Lagarde hier après-midi. Un message dur incontestablement et une volonté ferme de normaliser la politique monétaire en zone euro, ce qui signifie ne pas sortir simplement des mesures exceptionnelles, mais idéalement rejoindre un taux neutre estimé autour de 1,5% pour les taux directeurs de la zone euro qui n'ont pas commencé à monter. Je le rappelle, on est toujours à moins 0,50 sur le taux de dépôt qui sera remonté de 25 points de base en juillet et certains stratégistes, au regard du discours dur tenu par la BCE et Christine Lagarde hier, estiment qu'il pourrait y avoir derrière cette première hausse de taux de 25 points de base en juillet, 2 hausses de taux de 50 points de base au moins en septembre et en octobre. C'est en tout cas le scénario privilégié aujourd'hui par les analystes de Goldman Sachs, par exemple. Après cela, le marché va se tourner vers l'inflation américaine, donc ce sera le dernier gros morceau statistique de cette semaine. Le chiffre sera publié à 14h30 et chacun essaiera d'y trouver les informations qui l'intéressent avec l'idée qu'on est peut-être proche d'un pic en général pour l'inflation aux États-Unis. Le chiffre sera donc publié à 14h30. Nous y reviendrons ce soir dans l'émission à partir de 17h. Et puis nos deux invités du vendredi, Pascal Sévy, team manager chez Oddo BHF Banque Privée, qui reviendra pour nous sur les Young Entrepreneurs Awards organisés par Oddo BHF il y a moins d'un mois maintenant. Première édition que Pascal a portée personnellement au sein d'Oddo BHF, entouré des équipes bien sûr, mais c'est un projet qui est né avec vous Pascal. Et donc vous nous raconterez les coulisses et puis vous nous détaillerez également les lauréats de cette première édition des Oddo BHF Young Entrepreneurs. Et puis nous parlerons réglementation européenne. C'est le nouveau dada de Charles-Henri Deviny, le président de la F2IC, qui est avec nous une fois par mois le vendredi. On avait déjà parlé réglementation avec vous il y a un mois, Charles-Henri. On parlera d'une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur pour les métiers de la gestion financière en Europe. On parle de la directive MiFID II qui va être amendée à partir du mois d'août. Et désormais, les conseillers financiers, les CGP, devront s'enquérir des préférences de leurs clients en matière d'ESG, une forme d'interrogatoire ESG. La parole sera désormais au client final et nous détaillerons effectivement ce que cela va changer dans la manière et dans la relation entre le CGP et son client. Mais d'abord, une nouvelle séance de baisse. C'est une semaine négative qui s'annonce en termes de performance hebdomadaire, boursière. Nouvelle séance de baisse à mi-parcours en Europe. Les infos clés avec Alix Nguyen. Prudence toujours à la Bourse de Paris. Le marché attend la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, alors que la Fed dévoilera sa prochaine décision monétaire la semaine prochaine. Pour rappel, la secrétaire au Trésor et ex-présidente de la Fed, Janet Yellen, a mis en garde cette semaine contre les risques de hausse durable des prix alimentaires et de l'énergie, estimant par ailleurs que rien ne laisse supposer qu'une récession est en cours. Plus près de nous, la BCE a annoncé hier l'arrêt de son programme d'achat d'actifs à la fin du mois et le relèvement d'un quart de point de ses principaux taux directeurs en juillet, soit le premier en plus de 10 ans. La Banque centrale a par ailleurs significativement relevé ses prévisions d'inflation, laissant entrevoir un prochain resserrement potentiellement plus marqué en septembre. Elle a aussi fortement abaissé sa prévision de croissance pour cette année. Sur le plan des valeurs à suivre pour l'heure et à une échelle européenne, les 19 indices sectoriels Stoxx 600 sont dans le rouge. Les valeurs cycliques et bancaires connaissent les plus fortes baisses du jour. C'est le cas de Saint-Gobain, Forestia, Stellantis, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. On relève qu'Orpea chute, le feuilleton continue avec pour dernier épisode une déclaration du PDG Philippe Charrier, selon laquelle ce dernier atteste avoir pris note de la lettre ouverte d'un collectif d'investisseurs emmené par Sycomore AM et d'ajouter qu'il veillera à un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes. Pour rappel, les investisseurs appellent dans cette lettre à une réforme profonde de la gouvernance et de la culture du groupe. Et puis DBV Technologies s'envole. Le spécialiste français de la lutte contre les allergies alimentaires réalise un placement privé d'un montant de 181 millions d'euros afin de financer son activité au-delà des 12 prochains mois et préparer l'essai concernant les plus de 4 ans.
Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le client investisseur épargnant va devoir donc désormais définir sa stratégie ESG et son conseiller devra s'en enquérir de manière réglementaire. Charles-Henri Dovigny est avec nous donc en plateau. Comme chaque deuxième vendredi du mois, le président de la F2IC, la Fédération des investisseurs et des clubs d'investissement en France. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. On parle donc de cette réglementation européenne. La directive s'appelle MiFID II. Elle est bien connue de tous les professionnels de l'industrie financière. Je vois déjà Pascal qui fait oui de la tête. Oui, c'est un environnement réglementaire compliqué, contraignant. C'est une réglementation dynamique qui n'arrête pas d'évoluer, à laquelle il faut s'adapter en permanence. Certes. Qu'est-ce qu'il faut savoir là des nouveautés réglementaires dans ce cadre MiFID II et de ce que le conseiller va devoir aller chercher comme information auprès de son client? On va faire un peu d'histoire. MiFID, ça date de 2007. Donc au départ, c'était un questionnaire et le conseiller, quel qu'il soit, devait demander à son client qui souhaitait investir quel était son niveau de risque, son appétence, sa situation financière et vers quoi il espérait, en tous les cas, ses objectifs d'épargne. Ça a été modifié encore à la suite de la crise financière, donc MiFID II, qui a encore serré encore un peu plus la vis. Et que donc à partir de là, il y avait 7 niveaux de risque, que donc dès qu'on investissait dans des actions, on était le risque maximum, et que donc à partir de là, la personne qui répondait au questionnaire en disant tiens, j'aimerais bien pouvoir investir dans la Française des Jeux par exemple, ou dans Michelin, ou dans telle ou telle valeur père de famille, à ce moment-là, le conseiller dit attention, là vous êtes vraiment au niveau le échelle plus de risque maximale. Échelle de risque maximale, vous risquez de perdre tout votre argent. Et donc c'était très anxieux. Donc là-dessus, certains intermédiaires arrivent à rendre moins anxiogène ce questionnaire parce qu'ils accompagnent le client. Mais il y a un certain nombre d'autres distributeurs qui ne font pas cet effort et qui disent oui, c'est très 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 risqué, donc prenez mes produits maison, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout, investissez dans les produits taux, ça sera beaucoup moins risqué. Bon, voilà. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, les épargnants souhaitent aussi intégrer aussi des critères ESG, environnement, social et gouvernance. Et l'Union européenne s'est dit, oui, c'est une bonne idée. C'est ce qu'on cherche à faire, oui. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc, on va pouvoir vous poser encore des questions complémentaires. Oui. Voilà. Et donc, maintenant, c'est de savoir comment on va pouvoir comprendre comment le particulier va indiquer à son conseiller ses préférences. Mais dans une réglementation déjà prédéfinie. Ah oui, parce qu'on a qualifié l'offre. Tout le travail de MiFID II, ces dernières années, sur la partie ESG, c'était de qualifier l'offre et les caractéristiques ESG des différents types de produits ou de solutions d'investissement qui étaient proposés. On a beaucoup parlé de la réglementation SFDR, donc on catégorise en fonction de l'intégration et du niveau d'impact qu'on cherche à avoir. C'est les produits qui promeuvent le caractère. On a qualifié l'offre. L'impact durable, l'investissement durable. Et maintenant, il va falloir qualifier la demande. Il va falloir quand même s'enquérir de quelles sont les préférences et qu'est-ce que son client final cherche précisément en matière de ESG. Avec quand même 3 critères qui sont excessivement complexes et techniques. Puisque on va demander votre part d'investissement durable au sens de la taxonomie européenne. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est que la taxonomie européenne. Déjà, il faut prononcer le mot taxonomie. J'ai mis un peu de temps à le prononcer correctement. Ensuite, quelle est la part que vous voulez mettre en investissement durable au titre du SFDR? Ou, sans ça, une appréciation qualitative ou quantitative des principales incidences négatives des investissements. Alors ça, pour comprendre, j'ai beau chercher, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. D'où l'intérêt d'avoir un conseiller, en l'occurrence. Oui, non, mais comme vous disiez, ceux qui accompagnent ces questionnaires arrivent à quand même rendre les choses un peu moins anxiogènes. Ah oui, non. Parce que l'ESMA, qui est donc l'AMF européenne, dit le distributeur ou conseiller ne doit absolument pas influencer le client dans ses choix. Oui. Donc, en fait,
le client doit faire sa propre sélection de produits ESG et le conseiller doit le laisser libre de ses choix. Mais et sur le conseiller. Donc on est tombé sur la tête parce que finalement l'épargnant, pour avoir le niveau d'information sur la taxonomie, sur le SFDR, vous voyez, j'ai du mal encore à prononcer, parce qu'en plus... Vous allez vous y mettre, Charles-Henri, vous inquiétez pas. C'est de l'anglais, c'est un acronyme non, mais anglais. d'accord, mais enfin, on est en 2022, on peut vivre avec des acronymes, quand bien même ils seraient anglais en plus. Non, mais MiFID, on y arrive. SFDR, c'est plus... ou l'appréciation qualitative ou quantitative des principales incidences négatives des investissements, hein, c'est le Principal Adverse Impact, le PAI. Donc ça... qu'un particulier arrive à comprendre ce que c'est, je souhaite bien du plaisir. Je comprends vos bémols, Charles-Henri. Moi, je trouve juste quand même qu'on est capable, en tant que consommateur, aujourd'hui, de faire un travail sur la consommation de nos produits du quotidien. On a appris à lire les étiquettes, on a appris à regarder dans le détail. Je ne dis pas que ça va être aussi facile quand on parle de l'épargne, mais on peut très bien imaginer qu'une fois de temps en temps, pour son épargne, pour son argent, si vraiment l'envie de mettre du sens dans son épargne est réelle, qu'on prenne un peu de temps pour s'y intéresser. C'est pas totalement insurmontable. Je suis d'accord avec vous, Grégoire, là-dessus. Mais après, il y a l'effort aussi des producteurs de faire en sorte d'avoir affiché, je dirais, ces produits ESG et d'expliquer ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne et dans quelle catégorie ça rentre par rapport à cette réglementation européenne. Mais bon, vous savez combien il y a quand même de produits sur le marché? Pas forcément trop, mais il y en a quand même pas mal. Donc pour essayer de s'y retrouver, c'est aussi compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de conseils et que, comme l'ESMA dit non, vous n'avez pas le droit de les conseiller, c'est un peu dommage. Je pense que tout le monde va mettre sous le boisseau on interprétera les choses, de l'ESMA, et le conseiller sera là pour donner des conseils. Mais ça n'empêche que l'ensemble de ces produits qui intègrent la taxonomie, les critères SFDR, il n'y en a pas tant que ça. Et parce que si vous voulez, à un moment ou à un autre, moi je vais dire, tiens, je vais prendre 50% de taxonomie, puis je vais prendre 50% de SFDR, et est-ce qu'il y a un produit qui me permet de faire ça? Est-ce que je suis obligé de prendre 2 produits, 3 produits, 4 produits, 5 produits? Tout ça est assez complexe, et je trouve que en termes d'information pour le client final que j'entends. sommes. Moi, j'en ai entendu parler qu'il y a une semaine. Mais moi, j'ai des CGP qui me racontent, et ça date pas d'il y a 10 ans, de quelques mois, face à des clients, on leur parle ISR. Justement, l'acronyme n'est même pas encore arrivé alors, vous parlez d'ISR et nous, on parle de ESG. Oui, non mais bon. Non mais vous voyez, et alors que c'est le même acronyme, quoi, je veux dire, ça signifie la même chose, mais donc il y en a un qui va entendre ISR, l'autre qui va entendre ESG, et est-ce que c'est la même chose? Ah bah oui, c'est la même chose, mais on n'entend pas la même chose. Donc c'est vraiment complexe, et je pense qu'il faut que le marché puisse s'y habituer, donc laissons le temps au temps, mettons en place les outils qui vont permettre aux particuliers de s'informer, parce qu'en fait, MiFID 2, ça s'adresse aussi aux professionnels. Et donc, cette partie ESG, ça reste plus aux professionnels qu'aux particuliers. Donc, on est en train, c'est ça le sujet, on est en train d'appliquer une mesure faite pour des professionnels à des particuliers. Mais c'est pas le risque, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, je comprends que la loi doit être la même pour tout le monde. C'est normal. Mais laissons le temps au temps de s'adapter, permettons aux professionnels de conseiller et de ne pas rendre anxiogène encore cet investissement audacieux qu'est l'investissement en action. Parce que là... le but, c'est de lui donner du sens. C'est plutôt une façon positive, peut-être, de parler de l'investissement action. Justement, laissons le temps au temps. Moi, je pense que là, c'est une réglementation qui entre en vigueur au mois d'août, c'est ça? Le 2 août. Le 2 août. Le 2 août 2022. Donc, oui. Donc, les questionnaires, on aura les questionnaires à la rentrée. Là, ils seront envoyés, c'est ça, aux clients épargnants. Voilà. Et surtout, en plus, le problème, c'est que vous avez les critères qui sont rendus obligatoires par le SFDR ne seront émis qu'à partir du 1er janvier 2023. Et il faut savoir aussi que les informations officielles qui permettent de mesurer l'ensemble de ces critères
de la part des entreprises Oui, ne on les seront a pas fournis toutes. de Oui, manière obligatoire qu'à partir de Oui, 2025. je sais bien. Donc, Oui. on demande d'appliquer des critères ESG en 2022, alors que les entreprises sont obligées de fournir les informations qu'à partir de 2025, et que donc s'il y a un problème quand même. Il y a un séquençage qui est Qui est pas tout à fait, qui est pas très cohérent, vous dites. Bah oui, je préfère d'abord avoir Oui, les données Ah ouais. pour ensuite pouvoir investir. Ah ouais. C'est une première étape. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire de votre part, Pascal. C'est un mal nécessaire, ce type de réglementation aujourd'hui, si on veut tous parler de la même chose et le même langage. À un moment, il faut bien que le client aussi soit pris en compte dans ces... Ça prend à la fois ce que veut le client et ça complexifie en même temps encore un petit peu plus notre travail de conseil et de vraiment bien comprendre les qualités de l'investisseur pour le conseiller au mieux. Donc c'est un peu antinomique en fait, ce type de réglementation pour moi. Tous les pros sont anti-réglementation. Non, mais Il y a un moment, en fait, on passe trop de temps à essayer de déchiffrer effectivement une réglementation et moins de temps sur la personne physique en particulier pour lui donner le meilleur métier de conseil. Exactement. Et alors après, il y a l'autre sujet. Parce que quand on parle de temps passé à informer le client, c'est le coût. Et donc, les produits vont coûter encore plus cher à l'épargnant final, parce que finalement, le conseiller va passer plus de temps. Et donc, le temps, ça se rémunère. Alors que l'Union européenne veut justement revenir sur les frais des produits financiers. Oui, non, mais je ne dis pas que la réglementation n'apporte que des bonnes choses, mais oui, ça sera la rétrocommission. Bon. Donc, en tout cas, on veut le beurre, l'argent du beurre. Oui. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Oui, je comprends. Il y a la question réglementaire, du calibrage de cette réglementation, du calendrier, de la séquence. Mais je trouve que là, sur le principe, je trouve ça bien que le client final soit amené à s'exprimer quand même sur ces questions. C'est bien sur le principe, c'est bien informé, mais c'est compliqué. La mise en œuvre est compliquée. Voilà. Bon, voilà, nouvel amendement qui concerne donc la directive européenne MiFID II, bien connue de tous les professionnels du conseil en investissement et de la gestion financière. Charles-Henri Dovigny était avec nous. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Autre sujet qui est un sujet beaucoup plus festif avec Pascal Sévy, je le rappelle, team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Oui, on parle c'est presque une expérience de vie que vous nous racontez, Pascal. Alors, on va parler des entrepreneurs, donc les Young Entrepreneurs Awards qui ont été organisés par Oddo BHF pour la première fois mi-mai, je crois, il y a moins d'un mois, c'est ça, il y a quasiment un mois, mais qui est venu consacrer effectivement des mois de préparation de ce projet. Je crois qu'il y a eu 4 lauréats qui ont été récompensés. 5 en tout. Mais moi, ce que je veux que vous me racontiez, c'est comment ce projet est né chez Oddo BHF, avec votre impulsion, Pascal. Je le dis, parce que c'est vrai. C'est pas du tout pour être poétique, mais le fait est que c'est vraiment né d'un rêve réel que j'ai fait. Je rentrais d'un voyage d'affaires et je lisais un article sur le rôle des incubateurs et à quel point les entreprises qui sont incubées ont un meilleur taux de survie. Là-dessus, je me suis endormie et j'ai véritablement rêvé. Oh, génial. Voilà, mais c'est une réalité. Et ce qui est amusant, c'est que la soirée qu'on a vécue le 12 mai, ça ressemblait vraiment Et vous vous êtes vu sur scène, c'est ça? En train de remettre des prix à des jeunes entreprises. Station F, non? Station F. Donc ça, c'était assez dingue. Après, je me suis dit aussi que nos rêves se nourrissent de ce qu'on vit au quotidien. Et moi, pour le coup, ça fait 23 ans que je fais ce métier et que je côtoie des entrepreneurs qui n'ont pas toujours des parcours faciles. Je trouve qu'ils ont un rôle extrêmement important dans notre société, pas uniquement par les innovations qu'ils font, mais par leur audace aussi. Je trouve qu'ils véhiculent un beau message aux jeunes générations aussi. Donc, j'avais envie de faire quelque chose pour eux. Ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs dans votre rêve initial, vous parlez d'incubateurs. C'est-à-dire que la porte d'entrée pour vous, ça a été de passer justement par ces incubateurs. Oui. Plutôt que d'aller chercher ici et là, vous-même, des entrepreneurs qui auraient pu être récompensés. Tout à fait. Déjà, comment s'y prendre? Parce que de la création d'entreprises, il y en a un peu partout. Après, moi, je trouvais que les incubateurs, c'est intéressant parce que c'est souvent les premiers récipiendaires d'une idée, d'un projet de création, et ils mettent à disposition des ressources et un véritable travail d'accompagnement. Et je me suis dit que nous, on a développé une expertise autour des entrepreneurs et des entreprises familiales, et que les deux pouvaient parfaitement se compléter pour apporter en fait un complément à l'entrepreneur et apporter encore un meilleur accompagnement. Donc effectivement, on est allé contacter au départ des incubateurs de grandes écoles. Bon, il fallait aussi vendre un cadre à mon management, donc c'était très bien aussi de se cadrer là-dessus. Et on est allé voir les incubateurs des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs.
Et ensuite, nous avons rajouté des incubateurs qui sont ou issus d'initiatives privées ou en dehors des grandes écoles. Donc, en tout, 19 incubateurs. On peut citer des incubateurs d'HEC, l'ESCP, Dauphine et autres, Polytechnique, AgroParisTech. On est allé aussi en Suisse chercher le PFL, un écosystème incroyable aussi que nous avons découvert. Et en dehors des incubateurs des grandes écoles, nous nous sommes aussi associés à l'Escalator, qui est l'incubateur créé par Maurice Lévy, pour aider des gens plus défavorisés à entreprendre. Willa, qui aide les femmes à entreprendre. Neuilly Lab, pour les habitants de Neuilly, qui incube, voilà, aucun rapport. Oh. Ce n'est pas ma résidence du tout. Non. Mais je trouvais qu'ils faisaient des choses aussi intéressantes. C'est bien, je ne savais pas qu'il y avait un lab et un incubateur à Neuilly. Très bien fait, en fait. Hein. Donc, pour les habitants de Neuilly qui veulent créer aussi. Et ces 19 incubateurs nous ont permis, en fait, de mapper un peu cette création d'entreprise. Combien vous avez reçu de candidatures là? Quel était l'univers de départ, Pascal? Au final, 120 dossiers. Donc, c'était bien au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer, surtout pour une première édition. On a eu plus que 19 incubateurs représentés. On en a eu 25, parce qu'en fait, il y a pas mal de dossiers qui sont venus tout à fait spontanément. 19 secteurs en tout. On avait une dominante sur l'agro. Ça, c'était très important. Le divertissement et l'IT également. Ce qui nous a frappé, c'est que 80% des sociétés ont été créées pendant la pandémie. Donc, content de voir quand même que peut-être ce temps libre a permis à des gens de créer. Et deux autres points, je trouve vraiment passionnants. 50% d'entreprises sont fondées ou cofondées par des femmes. Et ça, je pense que c'est un vrai changement quand même autour de l'entrepreneuriat et beaucoup de projets à impact. Et c'était candidature libre. Il n'y avait pas de filtre pour ces 120 dossiers là qui sont venus vous voir. D'accord. Tout secteur, on voulait juste que l'entreprise soit créée, existe, idéalement est un peu de substance. Pas travailler sur des projets qui n'aboutiraient pas. Bien sûr. Donc au final, c'est un nouveau constat, un vrai changement, je trouve, dans l'entrepreneuriat français. Et là, le travail a commencé. Enfin, le gros du travail, il a fallu sélectionner sur ces 120 dossiers 10 candidats finalistes. C'est ça, absolument. Pascal? Comment est-ce que ce travail a été mené avec vous et les équipes d'Oddo BHF? En fait, on a beaucoup réfléchi à comment analyser ces sociétés et on s'est dit que la meilleure des choses, c'était de mettre des personnes d'horizons très différents. Donc on a créé 12 comités d'experts, chaque comité composé de 6 à 7 professionnels, 2 tiers en dehors du groupe Oddo. Donc l'idée, c'était d'aller chercher des compétences complémentaires en fait aux nôtres. Donc on avait des avocats d'affaires, on avait des gens du private equity, des nouvelles générations de grandes familles entrepreneuriales françaises qui font déjà ce travail de sélection. On a mis une administratrice judiciaire qui a apporté le regard de fin de vie. Mais bien sûr, bah oui. Mais c'était absolument passionnant. Beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et en fait, dans chaque comité, on analysait une dizaine de dossiers sur un certain nombre de critères. On n'a pas pu rencontrer les 120, donc on avait une vidéo de présentation, des business plans, des questionnaires. Et il y avait un vrai travail d'échange dans les différents groupes. Et à la fin, un questionnaire que chacun notait individuellement, donc avec une note finale qui nous a permis en fait de faire émerger nos 10 finalistes. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelle a été l'étape suivante pour les 10 finalistes qui ont été sélectionnés à partir de ce moment-là, Pascal? On leur a donné 2 rendez-vous et pas des moindres. Le premier rendez-vous, c'était une rencontre, cette fois en présentiel, avec notre jury final. Donc un rendez-vous, une matinée qui a eu lieu dans nos locaux. C'était un jury qui a été présidé par Philippe Oddo et composé d'entrepreneurs et CEO chevronnés, Michael Benabou, Alain Veil, Tatiana Jama et Sophie Boissard. Donc des personnes qui ont vraiment de l'expérience en matière d'entrepreneuriat. Chaque entreprise avait un quart d'heure à peu près, 3 minutes de présentation, 12 minutes de questions. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que les questions étaient tellement pertinentes et fusées de partout qu'ils avaient déjà un peu du conseil, en fait. À travers ces questions, ils comprenaient ce qui allait, ce qui n'allait pas. Qu'on allait leur demander. Exactement. Et ça, j'ai trouvé vraiment passionnant. À l'issue de cette matinée, le jury a délibéré sur 4 gagnants. Et ensuite, le deuxième rendez-vous, c'était à Station F le 12 mai, où là, on a fait un prix du public en plus. D'accord. Donc, nouvel exercice pour les 10. Pitch 1 minute sur scène. Parce que, franchement, c'est... Je ne voulais pas être à leur place parce qu'une minute, c'est atroce. Mais ils ont joué le jeu avec un petit jingle qui les arrêtait à la fin. Et le public a voté pour le meilleur pitch, en fait, ce qui leur plaisait le plus. Bon, on va parler des gagnants, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils gagnaient à l'occasion de cette première édition des Awards? On leur apporte beaucoup de choses, j'espère en tout cas. On est en train de mettre tout ça en place. Déjà, on leur a donné un chèque qui est ou symbolique ou utile en fonction de leur niveau de développement. Mais c'était bien de concrétiser quand même quelque chose tout de suite à la soirée. On leur a apporté une exposition médiatique. Ils vont chacun avoir le droit à un podcast sur un média français qui est spécialisé aussi dans les jeunes entrepreneurs. L'accès à notre réseau, ils l'ont déjà vécu. Il y a déjà, depuis la soirée, des business angels qui ont contacté les 10 et même pas forcément les gagnants, certains des 10. On leur apporte du mentorat.
Donc ça, c'est en fonction de leurs besoins. Ça peut être du média training, la posture managériale, etc. Et là, c'est plus mon métier de base. On va leur apporter du conseil aussi. Je dis patrimonial, mais lié à la vie de l'entrepreneur. Donc voilà, tout entrepreneur qui nous écoute sait qu'emprunter quand on n'a pas de revenus pour acheter un bien immobilier, c'est compliqué. Certains ne savent pas qu'on peut parfois utiliser le PEA pour mettre les parts de sa société. Ils ne connaissent pas toujours le pacte Dutreil, etc. Donc l'idée, c'est de faire un programme d'atelier en fait, pour les accompagner. Ça, on avait déjà discuté de cette idée que les banques privées, une banque privée comme Odo, l'enjeu est d'aller capter quand même les créateurs de valeur au moment où ils sont pas encore forcément, où ils n'ont pas encore forcément la surface patrimoniale standard qui permet d'accéder à ce genre de services. Mais il faut les accompagner plus tôt parce que c'est, entre guillemets, je les cite, facile d'arriver quand tout est fait. Bon, il faut qu'on parle des gagnants. Alors, les gagnants, donc, un mot sur chacun des 5 lauréats, Oui, Pascal. Absolument. Donc, le prix de l'encouragement a été donné à une société qui s'appelle Postexo, qui est incubée justement à l'Escalator. C'est une plateforme qui a pour objectif de démocratiser le soutien scolaire pour n'importe quel élève qui paye en fait son soutien à la minute, avec une technologie derrière qui est extrêmement bien faite. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas juste le prof particulier qui arrive à 50 € de l'heure, mais là qu'on paye pour son besoin. Donc nous, on a trouvé ça assez formidable. Le prix du public, donc ceux qui ont gagné à Station F, là aussi incubé chez Maurice Lévy à l'Escalator, une société qui s'appelle Broke and Abroad, donc Broke en anglais qui veut dire fauché, et Abroad à l'étranger. L'idée là aussi, c'est d'aller capter tout un pan de la population qui n'a pas les moyens de voyager, donc une communauté de followers qui apportent plein de bons plans, et eux repackagent ça derrière dans des séjours en fait. L'innovation, là aussi, on a adoré. C'est une boîte qui s'appelle Protem, qui est incubée à XUP de Polytechnique, puis aujourd'hui Food in Lab d'AgroParisTech. Eux, ils ont développé une solution comestible qui vient autour des fruits et légumes, avec pour objectif, en fait, d'augmenter la durée de conservation et de protéger contre les contaminations pathogènes. Donc, évidemment, là, on est aussi en plein ESG, en plein impact. Mais c'est ça, à chaque fois, on voit quand même la dimension ESG, en tout cas la dimension impact. Mieux consommer. Oui, c'est ça. Ça, c'était très... Cherche un impact positif quand même. Tout à fait. Mieux consommer, changer les modes de consommation. L'impact sociétal, justement, le prix de l'impact sociétal, société qui nous a aussi bluffé, qui s'appelle Twice, qui est incubée en Suisse à la Fondation Inartis. Là, c'est quelqu'un qui a développé un exosquelette pour les personnes handicapées, pour leur permettre de se lever et de marcher. La différence avec ce qui existe déjà, c'est que ça fait 16 kilos. Donc, en fait, c'est très léger pour la personne. L'enjeu, c'est le poids du squelette, là. Absolument. Et ils peuvent louer, en fait, pour aller faire une randonnée, l'exosquelette. Donc, là aussi, franchement, formidable. Il nous a vraiment mis des frissons. Et le prix spécial du jury, aussi une entreprise suisse qui s'appelle Rea Diagnostics, qui est incubée à l'EPFL. Et là, c'est une jeune femme qui a créé une serviette hygiénique connectée, intelligente, pour analyser les biomarqueurs des femmes enceintes via des changements dans les flux vaginaux, d'éviter les naissances prématurées. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus une naissance prématurée qui aurait pu être en fait adressée bien avant. Qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de ce projet que vous avez mené, alors avec des équipes, mais vous avez été leader sur ce projet, Pascal, au sein d'Odo BHF. J'ai adoré faire ça et en fait, je me suis vue un petit peu entrepreneuse. Bah oui, mais oui. Parce qu'il y avait une équipe, parce qu'on a mené un projet, parce qu'on avait un objectif. Ça permet de vivre une vie d'entrepreneur au sein d'un groupe, et je trouve ça formidable. Et déjà, qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'ait laissé faire ça. En plus, évidemment, j'ai pris que des gens dont c'était pas le métier de faire cette gestion de projet avec moi, plutôt des banquiers qui étaient dans mon équipe avec moi. Et l'expérience a été extraordinaire, et surtout la fraîcheur que ça nous a apporté de voir ces créateurs d'entreprises qui vraiment, il faut les saluer parce que leur vie n'est pas simple et ils arrivent à créer avec beaucoup de volonté, d'audace. Et moi, pour ça, je trouve que je veux remercier les 120, en tout cas, qui sont intéressés à notre initiative. Bon. Et Philippe Odo a signé pour une deuxième édition et d'autres à venir. On va essayer de faire chaque année des nouvelles promotions. Voilà. Bon. On se retrouve dans un mois et puis longue vie aux Odo BHF Young Entrepreneurs Award. Merci dont la première édition se tenait mi-mai à Station F. Pascal Sévy était avec nous, team manager chez Odo BHF Banque Privée, et je le rappelle, Charles-Henri Devigny, le président de la F2IC, nos invités de ce vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.